Tupac Shakur a été touché par plusieurs balles. Et au deuxième jour de ce procès très attendu pour meurtre contre Dwayne Kiffy D. Davis, les jurés ont vu exactement ce que ces balles ont fait à la superstar du rap. Il est décédé des suites de blessures par balle à la poitrine et à l'abdomen. Alors que les témoins se sont succédés à la barre et ont décrit les coups de feu, ainsi que ce qu'ils ont vu dans les instants qui ont suivi, la défense a soutenu qu'après près de 30 ans, l'enquête elle-même pourrait être le plus gros problème de l'accusation. Et tout à coup, nous avons entendu beaucoup de coups de feu. Quelque part entre 9 et 15 coups de feu d'affilée. Quelque chose comme ça. Cela vous indique que l'arme était un Glock 40. C'est exact. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Très bien, nous poursuivons donc notre couverture du procès de Dwayne Kiffy D. Davis à Las Vegas. Le seul individu jamais inculpé pour le meurtre de Tupac Shakur, que l'on sait avoir été abattu à Las Vegas en 1996, maintenant, hier, c'était les déclarations d'ouverture. C'était le premier jour du procès. C'était le début des témoignages des témoins. L'accusation affirme que Davis a orchestré le meurtre de Tupac Shakur, que c'était parce que Shakur et d'autres auraient agressé son neveu, Orlando Anderson, plus tôt dans la soirée au MGM Grand. Il prévoit d'utiliser les propres déclarations présumées de Davis au fil des années, dans des interviews médiatiques, des mémoires, des entretiens avec les forces de l'ordre, des déclarations dans lesquelles, selon l'accusation, Davis aurait admis son application. Maintenant, la défense soutient que ces déclarations étaient des exagérations, qu'on ne peut pas croire ce que Davis a dit, qu'il n'y a rien qui corrobore le fait qu'il disait la vérité sur sa prétendue implication dans ce qui est arrivé à Tupac. En gardant tout cela à l'esprit, nous passons maintenant au deuxième jour. Ainsi, l'accusation a commencé aujourd'hui, en appelant la docteure Lisa Gavin, une spécialiste en pathologie médico-légale et médecin légiste du comté de Clark. Maintenant, elle n'était pas la médecin d'origine qui a pratiqué l'autopsie de Tupac. Ce médecin est décédé entre-temps, mais elle a examiné les dossiers, les photographies, les rapports médicaux de 1996 et elle a tiré ses propres conclusions sur ce qui est arrivé à Tupac Shakur. Notamment, nous avons appris qu'au moment où elle a commencé à montrer les photos d'autopsie au jury, plusieurs membres de la famille de Tupac se sont levés et ont quitté la salle d'audience. Ce n'est pas surprenant quand on considère ce qui se passe à l'écran. Mais le docteur Gavin a poursuivi en expliquant que c'est ce qu'elle a dit au jury sur la façon dont Tupac est mort. Après avoir examiné tous ces dossiers, avez-vous une opinion sur la cause du décès de M. Shakur? Oui, Et quelle est-elle? il est mort de blessures par balle à la poitrine et à l'abdomen. Et avez-vous une opinion sur le mode de décès? Oui, Et quelle est-elle? homicide. Quand un médecin légiste utilise le mot homicide, qu'est-ce que cela signifie? La forme la plus simple, c'est la mort causée par une autre personne. Maintenant, pour être clair, des preuves comme celle-ci n'impliquent pas nécessairement directement Davis, n'est-ce pas? Mais les procureurs, ils doivent construire un dossier à partir de zéro. Ils doivent le bâtir élément par élément. Donc, au minimum, ils doivent établir que Tupac Shakur a bien été abattu et tué, qu'il a été assassiné, que c'était un meurtre intentionnel. C'est à cela que servent ces preuves. Maintenant, le docteur Gavin a ensuite expliqué au jury chaque blessure, en commençant par la poitrine. La balle serait apparemment entrée près de son aisselle, a traversé son poumon droit et s'est logée près de sa clavicule. Le poumon s'est effondré et s'est rempli de 2 litres de sang. Les médecins ont retiré le poumon en essayant de le sauver. Et voici comment elle l'a décrit. Voici le côté droit du corps au niveau de la poitrine. Vous pouvez voir l'aisselle droite dans cette région. Et puis, vous pouvez voir certains des points de suture de ce qu'ils appellent une incision de thoracotomie, là où ils ont ouvert le côté de la poitrine. Et juste en dessous, il s'agit d'une plaie d'entrée par balle. Et juste en dessous de cette thoracotomie au niveau de la poitrine, il semble y avoir une zone recousue. Je ne sais pas. Je peux aussi déplacer ma souris juste là. Qu'est-ce que c'est? C'est l'emplacement suturé d'un drain thoracique. Donc, il avait mis un tube là, pour aider à drainer une partie de ce qui s'accumulait dans son corps. C'est exact. Et dans la précédente, où il y avait toutes les interventions médicales, on pouvait voir du côté gauche un drain thoracique similaire de ce côté-là. D'après votre analyse, avez-vous pu déterminer le trajet de cette balle en particulier? Oui, Et quel était ce trajet? il est entré ici, sur le côté latéral droit de la poitrine, juste sous l'aisselle, puis il a traversé l'espace thoracique droit, a traversé le poumon droit,
et a fini par s'arrêter à ce que nous appelons l'encoche sternale. L'encoche sternale est un endroit situé juste entre les clavicules, là où elles se rejoignent vers le centre de la poitrine. Donc juste en dessous de cela, le projectile a été récupéré. La nature de ce type de blessure. Sur cette chaîne, nous parlons de crimes, d'enquêtes et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Qu'est-ce que cela lui a physiquement fait, à sa capacité de respirer et à ce genre de choses? Donc, la blessure au poumon aurait provoqué l'affaissement du poumon et l'aurait également fait saigner. Et donc, il a été documenté dans les dossiers médicaux qu'il avait environ 2 litres de sang dans la cavité thoracique lorsqu'ils ont posé le drain thoracique pour essayer de le sauver. Et de la même manière, ils ont fini par retirer ce poumon pour essayer de le sauver et d'arrêter l'hémorragie. Et puis il avait déjà eu plusieurs épisodes où il ne répondait plus. Donc il n'arrivait pas à respirer. Ce projectile a en fait été retrouvé. Écoutez. Voici l'aspect latéral droit de son corps, donc son flanc droit, et la partie latérale de sa cuisse droite. Et le dos de sa main droite est également visible sur cette photo. Mais la règle, elle, identifie quoi? La règle est placée autour de l'aspect latéral droit de sa cuisse, donc la cuisse droite sur le côté latéral. Et qu'est-ce que c'est? Et c'est une plaie d'entrée par balle. Et pouvez-vous me dire quel a été le trajet de cette balle? Oui. Oui, allez-y. Cette balle est entrée sur le côté latéral de la cuisse droite, puis est remontée dans l'abdomen et a endommagé ses intestins. Ils ont fini par l'opérer à cet endroit et ont retiré une partie de ses intestins. Et puis, pendant cette opération, ils ont retrouvé un autre projectile. Dr Gavin, comme je l'ai dit, elle n'était pas la médecin légiste d'origine. C'était Dr Jordan, et il est décédé depuis lors. D'accord, maintenant nous passons à l'interrogatoire par la défense. Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de la défense, Michael Sampt, l'a poussée sur ce point, disant qu'elle se fiait à des dossiers vieux de plusieurs décennies, à des photos prises avec des appareils Polaroid, à un dossier qu'elle n'avait pas elle-même tenu. Pour moi, cela est cohérent avec l'argument de la défense que nous avons entendu dans la déclaration d'ouverture hier, que toute cette enquête a été bâclée, qu'elle a été ratée, qu'elle était incomplète, qu'on parle d'une affaire vieille de presque 30 ans. Donc, ils essaient de soulever un doute raisonnable, de poser des questions sur la fiabilité du dossier de l'accusation, sur le travail d'enquête. Et si les jurés hésitent peut-être sur un aspect du dossier de l'accusation ou de l'enquête, peut-être qu'ils ne croiront pas toute l'affaire, toute la théorie, tout le récit. Peut-être qu'ils le remettront en question. Mais l'accusation a répliqué lors du réinterrogatoire. Regardez. Votre témoignage aujourd'hui repose vraiment sur votre point de vue concernant le dossier qui a été établi il y a 30 ans. Oui, c'est exact. Et donc, il est juste de dire, bien sûr, que tenir des dossiers serait très important dans votre domaine de travail. Oui. Dans le cas où, à l'avenir, quelque chose que vous faites pendant que vous êtes en vacances quelque part aux Bahamas pourrait faire l'objet du témoignage d'un autre médecin. C'est exact. Maintenant, en ce qui concerne les dossiers que vous avez vus ici, and est-ce le Dr. Jordan
Y avait-il quelque chose qui manquait dans votre examen de ces dossiers, en termes de tenue de dossier ou quelque chose comme ça? Non, mais nous n'avons pris que quelques photos au moment de l'autopsie. À cette époque, ils utilisaient des polaroïds ou des pellicules dans les appareils photo. Et donc, nous avions peu de photos du corps lui-même. Et donc, par conséquent, les photos de l'analyste de la scène de crime étaient utiles pour pouvoir tirer des conclusions, en plus des rapports. Monsieur Sam a suggéré, je veux juste être clair, vous ne répétez pas les opinions du docteur Jordan. Vous avez formulé vos propres opinions concernant la cause et les circonstances du décès. C'est exact. Donc, comme je l'ai mentionné à propos de cette altercation présumée initiale au MGM, après cette prétendue agression dans cet hôtel, la police s'est rendue sur les lieux. Mais l'homme qui aurait apparemment été attaqué, Orlando Anderson, le neveu de Kifidi, ne semblait pas vouloir coopérer. Le sergent Kenneth Rios était l'un des officiers qui sont intervenus cette nuit-là. Voici ce qu'il a dit au jury à propos de son interaction avec Anderson. Je lui ai d'abord demandé s'il avait besoin d'une assistance médicale et il a refusé. Il a dit qu'il allait bien. Je lui ai ensuite demandé ce qui s'était passé et il m'a dit, en gros, que deux types qu'il ne connaissait pas l'avaient agressé. Et encore une fois, je lui ai demandé s'il avait besoin d'une assistance médicale. Il a dit non. Je lui ai demandé s'il voulait déposer une plainte et il a dit non. À ce moment-là, a-t-il été relâché et libre de partir? Oui, il l'était. Plus tard, dans la soirée, avez-vous appris qu'il y avait eu une fusillade impliquant Tupac Shakur? Oui, c'est le cas. Et ensuite, vous a-t-on demandé de rédiger un rapport concernant votre interaction avec Monsieur Anderson? Oui, on me l'a demandé. Et à ce moment-là, de quel nom vous souveniez-vous pour Monsieur Anderson? C'était Orlando. Je me souviens de son prénom. Est-ce quelque chose d'inhabituel qu'une victime soit attaquée et ne veuille pas porter plainte ou faire une déposition, que vous n'ayez pas rédigé de rapport cette nuit-là? Non, ce n'est pas le cas. En gros, si vous n'avez pas de victime, vous n'avez pas de crime, comme on dit. Ce qui n'est pas forcément vrai. Il y a toujours un crime. Mais si vous n'avez pas de victime, les chances de poursuite sont faibles. Vous n'obtiendrez aucune information, dont nous n'établissons pas de rapport si la victime refuse. J'imagine que l'argument viendrait de l'accusation. Anderson ne voulait pas que les autorités s'en mêlent, n'est-ce pas? Parce que lui et ses complices voulaient s'en occuper eux-mêmes, qu'ils voulaient s'en prendre à Tupac Shakur. Je me demande si c'est ça, l'importance de tout ça. On verra bien. Passons maintenant au contre-interrogatoire par la défense. La défense l'a interrogé sur un point, son rapport. Rios a admis qu'il n'avait pas rédigé le rapport immédiatement après la bagarre, et qu'il ne savait pas si quelqu'un avait demandé plus de vidéos de surveillance cette nuit-là. Donc, l'argument de la défense, encore une fois, est-ce que cela prouve une enquête bâclée? Donc, l'État vous a posé une question précisément sur le moment où vous avez rédigé le rapport. Vous l'avez écrit après, c'est-à-dire après avoir terminé votre service. Ce service en particulier. C'est à ce moment-là que vous avez rédigé votre rapport. Je ne me souviens pas quand je l'ai rédigé, mais je suis sûr que mon rapport de police indiquerait ce moment-là. Mais je sais que je ne l'ai pas écrit immédiatement après. D'accord. Et en ce qui concerne votre connaissance du fait que Tupac Shakur venait d'être blessé par balle, votre témoignage devant le jury est que vous aviez compris à ce moment-là qu'une personne du nom d'Orlando pouvait potentiellement être liée à cette affaire en particulier. Je ne me souviens pas si c'est la raison pour laquelle j'ai rédigé le rapport, si c'est ce que vous demandez. Oui, parce que je suis un peu curieux. Comment faites-vous, je veux dire, vous savez, il y a eu la fusillade de Tupac Shakur. Comment faites-vous, est-ce parce que vous avez entendu parler d'une fusillade concernant Tupac Shakur, que vous vous dites, attendez une minute, il y a eu un incident impliquant Tupac sur la propriété? Est-ce comme ça qu'on en arrive là? À l'époque, je ne me souviens pas si c'est le processus que j'ai suivi pour rédiger le rapport. Je ne crois pas. Je pense qu'il y avait d'autres officiers qui m'ont probablement dit et suggéré que je rédige un rapport à cause de sa possible implication. D'accord, donc la nouvelle se répand dans toute la vallée, Tupac a été blessé par balle, et ensuite on te conseille, « Hey, il s'est passé quelque chose avec Tupac. Note simplement tout ce dont tu te souviens, c'est bien ça? » Je ne me souviens pas que ça se soit passé comme ça, mais pour l'essentiel. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne ton rapport et le fait que tu l'as rédigé, tu es toujours sur place quand tu apprends qu'il y a eu cet incident avec Tupac Shakur. Je ne me souviens pas où j'étais à ce moment-là. D'accord. Auriez-vous jamais rappelé au M20
pour dire « Hey, filmez davantage cet incident en particulier et le gars avec le maillot de Marino, vous savez, la nuit de la fusillade, pour les aider dans toute enquête qui pourrait avoir lieu. Avez-vous fait cela? » Pas que je me souvienne, non. Savez-vous si l'un des 3 autres agents présents ou tout autre agent aurait pu faire quelque chose comme ça? Je n'en ai aucune idée. D'accord. Peut-être qu'ils sont tous fans des Bears, puis c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait. C'est possible. Maintenant, l'accusation a appelé l'homme qui assurait la sécurité à l'hôtel Maxime cette nuit-là. C'était juste au coin de Flamingo et Koval. William Edmeyer. Il se trouvait au 3e étage du parking quand il a apparemment entendu quelque chose qui l'a figé sur place. Écoutez ceci. J'avais 2 agents de la police métropolitaine avec moi et nous étions en train de chercher des véhicules volés. Il y avait 5 ou 6 Dodge Caravan qui avaient été volés dans notre parking cette nuit-là. Et où vous trouviez-vous lorsque quelque chose d'inhabituel s'est produit? Eh bien, j'étais sur la rampe du 3e étage du parking, du côté sud-est de la propriété. Et pendant que vous étiez là, décrivez ce que vous avez entendu. Eh bien, les 2 agents, un autre agent de sécurité et moi, nous étions rassemblés autour d'une Dodge Caravan. Et tout à coup, nous avons entendu beaucoup de coups de feu. Et nous avons couru vers le mur de protection qui surplombait Cool Wall Boulevard. Pas Cool Wall, Flamingo Boulevard. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu la scène. Donc j'entendais une rafale de coups de feu. Vous avez une idée du nombre de coups de feu que vous avez entendus? On aurait dit qu'il y en avait beaucoup. 1 salve, 2 salves. 3 salves. 3 salves. Oui, Et quand vous dites beaucoup, je veux dire pour certaines personnes, pouvez-vous donner un chiffre T'as raison. approximatif? Pouvez-vous donner un chiffre approximatif? j'en ai eu 3 ou 4. Peut-être même 5 à chaque salve. C'était une série de détonations. Quelque part entre 9 et 15 coups d'affilée. Quelque chose comme ça. Il témoigne ensuite au sujet de l'homme qu'il affirme avoir vu tenir une arme. Et la défense a tenté de soulever une objection pour caractère spéculatif. Mais vous verrez ce qui se passe. J'étais armé, donc je me penchais au-dessus du muret pour voir ce que je pouvais voir. Et quand vous regardez par-dessus le mur, qu'est-ce que vous voyez? Je vois une file de véhicules dans la voie de gauche pour aller tout droit sur Flamingo en direction de l'est. Et il y a plusieurs véhicules. Il y avait une Dodge Stratus blanche à l'avant, une BMW noire derrière elle, une autre voiture sombre, et je crois une autre voiture, puis il y avait un Chevrolet Suburban blanc derrière cela, et encore plusieurs autres voitures. Voyez-vous quelqu'un à l'extérieur de ces véhicules? Oui, il y avait plusieurs personnes debout à l'extérieur des véhicules sur les voies de circulation. Et voyez-vous si l'un d'eux est armé? Un homme était armé, un adulte noir, très jeune, bien habillé. Il portait une chemise d'un blanc éclatant à manches 3/4, un pantalon noir et un gilet de costume noir. Et au moment où vous le voyez, est-ce qu'il fait feu avec son arme? Non, il ne tire pas, mais il a bien l'arme à la main. C'était une arme automatique, un pistolet automatique. Un pistolet semi-automatique? Oui. Et est-ce qu'il le tient vers le bas? Est-ce qu'il le pointe dans une direction particulière? Il le pointait dans aucune direction, c'était juste sur le côté, à côté de lui. Que voyez-vous faire, ce cortège de voitures? Eh bien, je me suis retourné parce que les policiers métropolitains ont sauté dans leur voiture pour poursuivre. Et puis quand je me suis retourné, tout le monde était de retour dans ses voitures. Ils ont fait un demi-tour en direction de l'ouest, sur Flamingo, vers Las Vegas Boulevard. Tous les voitures du cortège? Oui, Et donc vous les voyez faire un demi-tour à Koval et repartir vers Las Vegas Boulevard. c'est exact. Et ces véhicules, vous avez vu les 2 agents de la police métropolitaine avec qui vous étiez sauter dans leur véhicule pour poursuivre cette caravane. C'est exact. Au moment où vous êtes là-bas, vous voyez quelqu'un avec une arme, vous venez d'entendre des coups de feu. Est-ce que la conclusion que vous avez tirée à l'origine était que cette personne était votre suspect? Oui, c'est ce que j'ai déduit à ce moment-là. Et en se basant sur le fait que les agents suivaient cette caravane, il est raisonnable de supposer qu'ils en ont également déduit la même chose. D'accord, et ils m'ont demandé dans quelle direction ils allaient, ils ont baissé leurs vitres et m'ont demandé dans quelle direction tout le monde était parti, alors j'ai indiqué qu'il fallait tourner à droite et prendre Las Vegas Boulevard. Et ces agents sont alors partis à la poursuite de la caravane. La protection comme une spéculation. Quelle est votre réponse? Eh bien, il l'a regardé le faire. Tu ne l'as pas fait, d'accord. A-t-il dit quelque chose? As-tu regardé l'officier?
As-tu regardé les officiers poursuivre cette caravane? Oui. D'accord, merci, monsieur. Lors du contre-interrogatoire, la défense a souligné que Heidmeyer n'avait pas rédigé de rapport cette nuit-là, qu'il l'avait confié à quelqu'un d'autre. Ils ont également mis en avant qu'il n'avait pas réellement vu la fusillade se produire, ni vu quelqu'un tirer avec une arme. Il a seulement entendu les coups de feu et vu un homme avec une arme après coup. Maintenant, vous enquêtiez à ce moment-là sur des véhicules volés provenant de ce garage. Avez-vous rédigé un rapport vous-même concernant ce que vous faisiez cette nuit-là au sujet des véhicules volés? En fait, non, j'ai remis ce rapport à mes autres collègues officiers parce que j'étais occupé avec l'affaire. D'accord, je vais zoomer un peu mieux pour vous ici, monsieur, si je peux. Je reviens en arrière. J'espère que cela sera plus utile. Très bien, donc quand vous avez dit que vous avez regardé, que vous avez vu, pouvez-vous nous réexpliquer où se trouvaient les véhicules que vous avez vus? Eh bien, les véhicules étaient sur la 480 en direction est et ils étaient il y a une voie de virage à gauche, 2 voies tout droit et une voie de virage à droite. Et les véhicules étaient sur la voie la plus à gauche, la voie centrale. La voie la plus à gauche, la voie centrale. Correct. Ce qui veut dire qu'ils étaient sur la 10 et qu'ils allaient tout droit. Correct. Ils ne tournaient pas à gauche. Non, mais ils ont fini par faire un demi-tour. Bien sûr, et encore une fois, pour notre identification, cela remonte à 30 ans, n'est-ce pas? Donc, il y avait 3 voies qui allaient directement vers l'est. Est-ce que c'est un oui? Oui, je suis désolé. Est-ce qu'il y a 2 voies qui servent en fait de voies de virage pour tourner sur Colhoe? C'est bien Corby? En fait, je crois qu'il y avait 2 voies. Donc, en regardant vers l'est, c'était la 3e voie dans laquelle ils étaient. Il y avait 2 voies de virage, 2 voies tout droit, puis une voie de virage à droite. D'accord, et concernant les véhicules eux-mêmes, votre témoignage était qu'il y avait une sorte de fourgonnette blanche ou peut-être un véhicule devant la BMW noire? Oui, c'était une Dodge Stratus blanche. Je vois. C'est ça? Non, c'est une voiture. It's a two-door sedan. Et puis derrière, c'est la BMW. Oui. Et puis derrière, il y a plusieurs voitures qui suivent. Oui. Et votre témoignage était que vous aviez identifié une Est-ce une Lexus derrière? Je pense que c'était une Lexus. Et puis un autre véhicule, puis une Chevy blanche, et ensuite ça a continué tout le long. C'est exact. Donc même si nous identifions ces véhicules, vous ne savez pas combien de véhicules il y avait dans le cortège, ou s'il y en avait plusieurs. Je les ai pas comptés à ce moment-là, mais il y avait bien une dizaine de véhicules. D'accord, et tous ces véhicules sont maintenant en train de faire demi-tour et de revenir vers Las Vegas Boulevard. C'est exact. Vous ne voyez pas les coups de feu réels, vous savez, quelqu'un qui pointe réellement une arme sur quelque chose et tire sur quelque chose. Je n'ai pas vu. Non, vous l'avez juste entendu. Oui. La personne que vous aviez identifiée comme étant celle avec une arme? Oui, avez-vous vu cet individu tirer sur sa femme? D'accord. Au fait, pour une affaire aussi importante, nous faisons quelque chose d'un peu différent. Nous sommes un peu limités dans ce que nous pouvons réellement vous montrer ici dans Sidebar. Donc, si vous ne l'avez pas encore entendu, vous pouvez consulter tout ce que nous avons, pratiquement tous les documents d'un dossier, sur l'application Longcrime Plus. Nous ouvrons le coffre des preuves afin que vous puissiez examiner des éléments comme les images brutes des caméras corporelles, les appels au 911, les photos de la scène de crime et l'intégralité des enregistrements du procès. Tout cela de première main. De plus, vous bénéficiez du streaming sans publicité de toutes vos émissions préférées de Longcrime et de Court TV. Vous pouvez avoir une vue d'ensemble gratuitement pendant un mois entier. Rendez-vous sur longcrimeplus.com, entrez le code promo SIDEBAR et commencez à explorer dès aujourd'hui. Très bien, revenons à cela. Maintenant, un autre moment clé que je devrais mentionner est lorsque l'accusation a appelé Michael Ingram, un enquêteur pour MGM Resorts, afin d'authentifier les images de vidéosurveillance de la nuit de cette prétendue agression. La vidéo, qui a été enregistrée sur des cassettes VHS réutilisées et dégradées au fil du temps, montrait ou semblait montrer la confrontation entre l'entourage de Tupac et Orlando Anderson dans la zone des ascenseurs du MGM Grand. Petite note personnelle, j'y suis allé tellement de fois. J'allais tout le temps à Vegas. Je restais souvent près de ce groupe d'ascenseurs. Je connais très bien cet endroit. Maintenant, Ingram a passé ces images en revue avec le jury, montrant Anderson prétendument attaqué, puis semblant fuir à travers le casino vers l'entrée du Lion. Lors du contre-interrogatoire, la défense a interrogé Ingram sur ce qu'il ne savait pas. Il ne travaillait pas au MGM en 1996. Il ne savait pas si des rapports de sécurité avaient été rédigés. Il ne pouvait pas vérifier les dates et heures indiquées sur la vidéo, au-delà de ce qui était déjà enregistré. La vidéo elle-même était très granuleuse. Personne ne pouvait identifier qui que ce soit de façon définitive, mais elle semblait établir une chose très importante. Que cette attaque a eu lieu et qu'elle a été filmée. Mais pour l'accusation, ils espèrent qu'aux yeux du jury, cela établit une chose très importante, qu'une agression a eu lieu et qu'elle a été filmée.
Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant, ici, sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, veuillez vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Spotify, ou que vous écoutiez vos podcasts. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Peacock de NBC. Merci beaucoup. À la prochaine.